Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des rites initiatiques chez les Écans. Nous sommes donc à notre deuxième partie. Je vous invite déjà à consulter l'article qui traite de la première partie des rites initiatiques chez les Écans. Aujourd'hui, on a sélectionné les 12 rites populaires. Populaires pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez dans le Écan et que vous demandez les rites, on va vous citer parmi les rites qu'on va vous citer, il y aura forcément les 12 dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de vous citer les rites proprement dit, nous allons tout simplement faire l'introduction des rites. Pourquoi les rites? À quoi servent les rites? Et quels sont les aboutissements, y compris les pistes d'initiation de ces rites-là, et qui les avait initiés au départ. C'est en écoutant l'Omvet de Tira et Tugundon que nous allons introduire l'esprit Écan dans nos chiffres, l'esprit Écan dans nos textes, pour qu'ensemble nous puissions creuser ce que nos anciens avaient décelé. Chez les Écans, les rites initiatiques sont les expressions culturelles datant depuis les premières civilisations et perpétuées par les peuples jusqu'à nos jours, bien que certains aient disparu et d'autres mutés pour donner place à de nouvelles formes. Il faut dire que les premières civilisations dont on parle ici, c'est les civilisations noires, les civilisations africaines, ça veut dire l'homme noir, le premier homme. Il était noir, il était africain, la science l'a prouvé, et Cheikh Anta Diop, y compris Obenga, ont tous aujourd'hui, n'est-ce pas, démonté ces notions de peuples anciens, des peuples d'origine, y compris des races. Nous n'allons pas refaire la roue, nous l'avons trouvée ronde et nous continuons. Nous allons tout simplement continuer à dire que les rites sont les expressions de transmission de valeurs suivant les rituels établis à cet effet. Le rituel, c'est le procédé mis en place pour accomplir ce qu'on pense et ce qu'on doit faire. Le rite est né du fait que l'homme voudrait donner force à l'esprit pour dominer le corps, n'est-ce pas? Vous savez que dans la pensée africaine, il est dit ceci. L'homme, n'est-ce pas, est composé de deux entités. Les deux entités qui forment l'homme sont les suivants. La première, c'est le physique. Le physique qui a pour projeter l'ombre. C'est l'ombre qu'on voit quand on est sous le soleil. Il y a également l'âme de l'autre côté. L'âme a pour projeter l'aura. Ça, ce n'est pas visible à l'œil nu. Ce n'est que les anciens, sinon les initiés, qui peuvent le voir. Comment faire pour y arriver? Il a fallu que les ancêtres noirs africains développent des facultés physiques, scientifiques, morales et spirituelles. Chez les Écans, le grand peuple de l'Afrique centrale, cette dualité est inscrite dans l'Omvet qui relate en son centre saint le sempiternel conflit entre le peuple d'Engon, les immortels, et le peuple d'Okwin, les mortels. Qu'est-ce que l'Omvet? Vous voyez, nous avons ici une expression type Omvet dit par Tira et Tugundon. L'Omvet, pour définir l'Omvet, nous allons tout simplement dire que il y a eu plusieurs définitions avant nous, il y a eu plusieurs orientations avant nous,
Mais nous, on pense, et moi venant des Bomam, je vous le dis ici, je pense sincèrement que le Mvet est un livre d'or. Le livre d'or dans lequel est inscrit toute une vie, toute la vie, toute la civilisation et quand. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que devant Dieu, tous les hommes sont égaux. Lorsque nous migrons au départ de l'Égypte, nous migrons dans un concept de la création des civilisations, à partir de la civilisation égyptienne. Quand on part de l'Égypte, pas seulement des Écans, mais toutes les civilisations, y compris l'Europe. Le peuple Israël, comme on le connaît aujourd'hui, a inscrit ou bien a écrit le livre d'or qu'on appelle la Torah. Dans la Torah, nous retrouvons toute la civilisation, sinon toute la société du peuple juif. Quel que soit le potentiel, on peut parler de religion, on peut parler des guerres, on peut parler de la société, on peut parler de la méditation, on peut parler du devenir, du passé et le reste. Tout est maintenu dans la Torah. Nous arrivons au monde chrétien, les chrétiens, les adeptes du christianisme, eux, ils ont écrit la Bible. Dans la Bible, on retrouve toute la vie d'un chrétien. Sa spiritualité, sa religiosité, son savoir, ses références, et je dirais même ses expressions dans la société, l'amour du prochain et le reste. C'est écrit dans la Bible. Ils veulent que la société fonctionne comme ça. C'est la société occidentale. Nous avons aussi des Arabes, ça veut dire l'islam. L'islam, au départ, ils ont écrit, au 7e siècle, ils ont écrit le Coran. Dans le Coran, on retrouve tout ce qui est civilisation arabique. Tout, y compris les guerres en période d'attaque. C'est comme cela, ou bien c'est dans la même vision que l'on voit Ekan. C'est-à-dire, Ekan, lui, il avait pensé qu'au départ de l'Égypte, il va créer également, ou bien il va occuper un vaste territoire habité par des peuples Ekan et des autres, mais ayant en commun la civilisation Ekan, ou bien l'empire Ekan. C'est dans cet empire que les gens ont pensé qu'ils pouvaient mettre en œuvre notre livre des livres. C'est le livre que nous appelons ici le Mvet. Le Mvet est donc ce livre par excellence du mot Ekan, qui a en son centre saint la civilisation du peuple Ekana. Dans le Mvet, on peut avoir des histoires des peuples anciens, leurs guerres, on peut avoir la spiritualité, ça veut dire la religion elle-même au centre saint, on peut avoir les aspects sociaux, culturels, on peut avoir le partage, on peut avoir le pardon, on peut avoir l'amour du prochain, on peut contempler le ciel, les étoiles, tout est mentionné dans l'Mvet. Pourquoi aujourd'hui nous parlons du Mvet? Tout simplement parce que l'Mvet fait partie effectivement des rites initiatiques chez les Ekans. Laissons-nous d'abord vous donner la liste des 12 mentionnés. Les 12 rites sélectionnés dans cette partie 2, n'est-ce pas, les rites initiatiques du Mvo Ekan, sont les suivants. Nous avons le Dzok. Le Dzok, certains l'appellent aussi Edok ou bien Etok. Nous avons le Mete ou bien Meten. Nous avons Akik ou bien Akik, circoncision. Nous avons le So. Nous avons le Ndomba. Nous avons Anden Kongo. Nous avons Molan. Nous avons Movun. Nous avons le Ngi. Nous avons Alouk. Nous avons Aou. Ça fait 12 rites que nous avons cités. Bien plus que 12 rites sélectionnés, la tradition Ekan renferme une multitude de rites. La pratique de ces rites
nécessite un type de caractère chez le pratiquant qui lui confère la suite une personnalité. Les rites africains en général ne sont pas des pratiques démoniaques comme nous l'ont fait croire les Occidentaux, ceux-là qui sont venus chez nous, des véritables menteurs. Les rites ne sont en rien des expressions du diable. Ils sont des véritables écoles de formation de l'être entre lui-même et les autres, entre lui-même et le Créateur. On peut toujours se demander si démoniaque était nos représentativités, on ne les retrouverait pas dans les grands musées en Occident. Ça, c'est une piste à cogiter. Je veux par exemple le masque Ngui. Le masque Ngui est une représentation de l'essence de la spiritualité traditionnelle Ekan. Certains rites sont réservés à une catégorie de personnes qui, pour les pratiquer, doivent subir une initiation. D'autres peuvent être à la portée de tous, suivant les classes d'âge, les milieux et les exigences. C'est à travers le rite que le pratiquant rentre dans un univers purement divin qui n'est pas une simple distraction. L'initiation se déroule chez un maître initiateur. L'Omvoekan appelle le maître initiateur l'Ongangang. Ongangang, ça veut dire un prophète, ça veut dire un connaisseur, ça veut dire un docteur. L'Ongangang, c'est celui-là qui détient les secrets ésotériques en matière d'enseignement. Le véritable maître des maîtres. Même Jésus était un Gangang puisqu'il était prophète. La preuve en est que chez nous, les Ekans, le nom que nous avons donné à la Bible, n'est-ce pas, c'est Antanabangang. Antanabangang ici veut tout simplement dire, n'est-ce pas, les écrits des prophètes. Les écrits des prophètes. Donc, l'Ongangang n'est pas un sorcier. Le sorcier, c'est celui-là qui a signé le pacte avec certains esprits démoniaques, n'est-ce pas, pour étendre, n'est-ce pas, leur mauvaise vision du monde et des êtres. Le prophète qui interroge l'ancêtre du rite, lui-même, les ancêtres du rite dont lui-même il a été initié. L'ancêtre est l'axe de la société, le garant du monde vivant et de la vie future. C'est important que les gens puissent voir que l'heure est venue pour initialiser la pensée africaine. Nous, les Africains, nous sommes fiers de ce que nous sommes. Noirs africains nous sommes, noirs africains nous resterons. C'est dans cette vision de l'Afrique de demain que nous invitons donc les Africains à voir la beauté qui existe chez nous et non toujours vouloir regarder ce qui revient de l'extérieur. Un peuple sans conscience est un peuple déchu. Et si nous sommes déchus, ben écoutez, nous resterons toujours à la botte de l'Occident. Nous resterons toujours à la botte de l'Occident. Moi, je ne veux pas être à la botte de l'Occident, c'est pour cela que je refuse. Moi, je refuse leur vision du monde. Je refuse leur vision équilibriste du monde. Dire que l'homme est au centre de tout, c'est archi faux. L'homme est égal à l'arbre, l'homme est égal à la plante, l'homme est égal à l'eau, n'est-ce pas, à l'oiseau, à tout ce qui vit, tout ce qui découle du ciel, l'homme est égal. Donc l'homme ne peut pas être au centre, n'est-ce pas? Nous sommes tous égaux, c'est pour cela que nous devons tous nous respecter. Prendre cet ensemble d'éléments que je vous ai cités renvoie tout simplement à dire que l'anémisme, n'est-ce pas, si on pouvait la définir comme une religion, est la meilleure, n'est-ce pas, la meilleure des religions. Nous devons donc renouer avec nos entités au travers de nos traditions. Ainsi, pour mieux les connaître,
il faut se connaître d'abord sans offenser les lois des différents États que nous vivons. Tout simplement parce que nos États sont créés ou ont été créés à la base de la culture occidentale. C'est le président qu'on vote au suffrage universel direct. C'est le président qui met en place un premier ministre. C'est le premier ministre qui forme son gouvernement avec la complicité, n'est-ce pas, du président, exactement comme ça se fait en Europe. Mais nous, la pensée africaine, ce n'est pas comme ça. C'est pour cela que depuis 50 ans, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais tant qu'on procède comme ça. Pour construire un État, il faut foisonner, sinon fusionner les peuples qui y vivent. Comme par exemple au Gabon, nous avons le Mvoekan, nous avons les Pounou, nous avons les Kota, nous avons les Nzeli, nous avons les Bakwele, nous avons les Pongwe, et nous avons les Togo, nous avons les Teke Bamba, et ainsi de suite. Une multitude de peuples qui sont au Gabon. Ce sont ces peuples-là, par consentement, qui doivent s'associer pour créer un État. C'est cette fusion qu'on appelle l'État. Une fois que cette fusion-là est calée, à partir de leur base traditionnelle, la fusion, le noyau central va devoir choisir quelqu'un qui va le représenter. C'est cette personne-là qu'on appelle président, élu par l'ensemble du collectif, suivant la tradition ou bien les traditions de tout le monde. Lui, il aura la charge de représenter la nation à l'extérieur et la charge de parler au nom des peuples qu'il va désormais, n'est-ce pas, gouverner. C'est cela qu'on appelle la transmission, n'est-ce pas, de la tradition. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous vivons des époques où tu dors, quelqu'un la nuit te choisit un président qui va parler à ton nom. Et le matin, tu te mets dans la rue parce que tu vas contester. Et du coup, lui te tire et ça crée la frustration. Nous vivons des époques où les gens votent et ils n'ont jamais vu ce président-là, n'est-ce pas, présider à leur destin. Cette méthode ne marche pas chez nous en Afrique parce que c'est contradictoire à nos us et coutumes. Nous devons donc comprendre que la plénitude culturelle doit faciliter la fraternisation des populations. La plénitude culturelle doit faciliter la fraternisation des populations. C'est cela, c'est comme cela qu'on crée un État. Voilà, mes chers followers, les gens qui m'écoutent, j'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui, on va faire, disons, 20 minutes, pour vous parler des rites initiatiques. J'espère ne pas avoir été très long. Nous allons lire après, je reviendrai vers vous, peut-être en vidéo, pour la troisième partie, où nous parlerons de la place des religions du livre dans la communauté et quand. Mais ceci étant, comme il faut une fin à toute chose, je vais devoir vous laisser aussi avec une dernière partie du Mvetkan. Maintenant, cette fois-ci, avec M. Tira Ndon François, qui parle de la cosmogénèse du Mvetkan.